Il existe un proverbe à Cannes qui dit qu'un guerrier n'oublie jamais l'affront subi avant qu'il ne soit lavé par un bain de sang ou une douche d'or. Ce proverbe a été créé pour Sékou El Salem. Succédant à Massel El Salem en 1514, il poursuivit d'abord son œuvre, s'appuyant sur le fétichisme pour étendre l'influence du royaume en Centrafrique et s'ingéniant à transformer la structure tribale du royaume en une véritable monarchie. Pour autant, il fut retenu dans l'histoire comme un chef belliqueux et intolérant qui consacra son règne à la lutte contre les royaumes musulmans. Comment expliquer un tel revirement ? Les raisons en viennent d'un événement qui aurait pu rester anecdotique. Dans ses premières années de règne, Massel El Salem fit, en compagnie de son fils, un voyage diplomatique au Caire, curieux de découvrir le fonctionnement du califat, et il obtint une entrevue avec le sultan. Or, il était à l'époque coutume de baiser le sol à ses pieds en signe de respect. Et si Massel El Salem, en diplomate émérite, se plia à cette tradition, le jeune Sékou l'a vécu comme une véritable insulte envers son royaume et sa foi. Bien qu'il ne fût à l'époque qu'un jeune enfant, il en garda au cœur un puissant désir de revanche qui n'attendait qu'une opportunité pour éclater. L'occasion lui fut finalement donnée en 1522. Alors que le sultanat, en guerre contre l'Empire ottoman, se retrouvait partiellement occupé par les Janissaires, son armée défaite, Sékou El Salem lance la première croisade fétichiste. Cette décision marque le début des guerres de 30 ans, une succession de conflits entre les États sunnites, chiites et fétichistes qui ravagea le Proche et le Moyen-Orient. Elles culmineront en 1565 avec la conquête de l'Égypte et l'élévation du Dankhiara au rang d'empire, avant de s'achever par l'établissement du protectorat de Syrie. Si le Dankhiara ressortit de ses luttes la tête haute, parvenant à mettre un point d'arrêt définitif à l'expansion musulmane en Afrique, ces 30 années de lutte ne furent pas sans conséquences pour le royaume et pour son gouvernement. Sur les côtes africaines, les royaumes chrétiens, tels des serpents froids et rusés, profitèrent que l'Empire soit occupé en Orient pour continuer d'étendre leur influence au Sahel, installant places fortes et garnisons aux frontières du pays. Dans un même temps, l'apport massif et soudain d'une grande quantité de blé et de céréales venus d'Égypte fit s'effondrer les prix du marché intérieur, ruinant les producteurs centrafricains et l'économie du pays encore majoritairement rurale. Cet effondrement concurrentiel causa de profondes lésions sociales, lesquelles permirent aux vipères qu'abritait l'Empire d'entrer en action. Excitant une population déjà mécontente des guerres incessantes, ils mirent tout en œuvre pour la persuader qu'un changement de régime était nécessaire pour ramener la paix et la prospérité au Dankhiara. Le pays ressortit donc de cette période de conflit économiquement, militairement et politiquement affaibli. Il en était de même pour l'empereur, lequel avait contracté en Anatolie une maladie inconnue qui déclenchait des crises terribles, le laissant exsangue et alité pendant de nombreuses semaines. Une poignée de nobles, très influents à la cour, tirèrent profit de cette situation pour s'emparer insidieusement du gouvernement, dissimulant même la mort de l'empereur, le temps d'éliminer son héritier légitime et ses plus fidèles partisans, dans le but de placer sur le trône un pantin qui leur soit entièrement dévoué. Ce fut le début d'une période sombre pour le peuple à Cannes. Les oligarques, protégés par leur garde prétorienne, réussirent à se maintenir plusieurs décennies au pouvoir en traquant et en éliminant tous les opposants éventuels. Il devient néanmoins rapidement évident que le désordre du pays, loin de se résorber, était au contraire amplifié par la corruption et la tyrannie du gouvernement nouveau. Ainsi, le mécontentement général devenait chaque jour plus vif, et si la peur parvenait encore à le masquer dans l'espace public, il en était autrement au sein de la confession. Ce fut la grande famine de 1584, provoquée par la saisie des stocks de blé égyptiens en vue d'une exportation vers l'Europe où les oligarques le revendaient à prix d'or, qui contribua grandement à l'essor des comités révolutionnaires, soutenus et souvent même abrités en secret au sein des temples fétichistes. La campagne de Kilwa fut le dernier clou qui scella le tombeau des oligarques. Menée à l'origine pour redorer leur image aux yeux de la population, elle se solda par une immense débâcle, entérinant la rupture entre les dirigeants et les chefs militaires,
achevant par là de fragiliser leur emprise sur le pays, ouvrant la voie à la célèbre Conjuration d'octobre. Cette dernière prit place à l'octobre 1589, à l'occasion de la célébration annuelle du culte de Moiry. Les conjurés se firent passer pour des griots itinérants afin de pénétrer dans le palais et mirent à mort les usurpateurs afin de placer sur le trône Kimani Makalo, grand officiant de Tombouctou. Ce dernier eut fort à faire pour réparer les dégâts causés par les tyrans. Au niveau économique, divers plans d'investissement permirent d'industrialiser le centre du pays, résorbant ainsi rapidement les effets délétères de la crise agricole. Au niveau diplomatique, la tentative d'invasion de Kilwa entrava grandement l'unification des royaumes fétichistes sous la houlette de l'Empire. Kimani implanta donc de nombreux monastères dans les pays fétichistes afin d'y rétablir l'image du Dankyara et d'y répandre l'idée d'une union sacrée. Dans ce but, l'expansion rapide et belliqueuse des colonies chrétiennes au sud de l'Afrique, ainsi que l'invasion du Congo par des pays musulmans, lui fournirent un appui solide pour rassembler les fières tribus d'Afrique centrale au sein d'une union défensive dirigée par le Dankyara. Une fois la dite union mise en place, le reste n'était plus qu'une question d'habilité politique. En plaçant le Dankyara en tant que médiateur entre les différentes tribus, il eut au fait de les faire tomber sous son contrôle, les faisant passer du statut d'égal à celui de vassal, puis à celui de tribu inféodé.